Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Educast, le podcast qui met en lumière les organisations de la Genève internationale. Nous nous retrouvons aujourd'hui autour du thème de la santé. Quels ont été les défis des HUG durant la période Covid? Ou encore, quelle est l'utilité de la canne à sucre dans le domaine médical? Nous accueillons Dr Didier Pittet qui va nous éclairer sur ces questions. Vous êtes le médecin-chef du service de prévention et contrôle de l'infection des HUG et vous travaillez également en collaboration avec l'OMS sur divers projets. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu votre travail dans ces deux entités? Bon, alors au sein des hôpitaux universitaires de Genève, je suis le médecin responsable de la prévention du risque infectieux dans l'hôpital à la base. Et donc ça, c'est mon métier de tous les jours. Et ce métier est pratiqué avec une équipe des médecins, des infirmières, des ingénieurs, des épidémiologistes, des spécialistes du comportement, une équipe de secrétariat, enfin voilà. Et parce que nous avons développé une stratégie d'amélioration de la qualité des soins en remplaçant l'eau et le savon par la solution hydroalcoolique aux alentours du début des années 90, des années 90, on m'a demandé au sein de l'Organisation mondiale de la santé de diriger, au fond, de créer, de concevoir et de diriger une campagne mondiale de promotion de ce changement stratégique au cours des soins dans le monde entier, donc dans tous les hôpitaux du monde entier. Et donc je dirige cette campagne depuis l'année 2005, mais le concept a démarré au début des années 90. Pouvez-vous nous raconter un fait marquant dans votre activité qui vous touche particulièrement? Alors, disons, le fait le plus marquant, c'est que la solution hydroalcoolique pour l'hygiène des mains que nous avons finalement conçue et modifiée dans le début des années 90 et pour laquelle nous avons développé ces stratégies de changement de comportement des soignants, est devenu le standard de qualité mondiale de la prise en charge des patients dans les hôpitaux. Et aujourd'hui, cette campagne, puisque l'Organisation mondiale de la santé m'a demandé d'imaginer, de diriger, de mettre en place cette campagne, elle touche plus de 98% de la population mondiale. Et comme les infections liées aux soins, les infections qu'on appelle parfois nosocomiales, sont responsables de 16 millions de décès par année dans le monde, et que cette campagne est capable de réduire ces décès de moitié, aujourd'hui, on a des évidences pour dire que cette campagne sauve entre 5 et 8 millions de vies par année. Voilà, alors, si vous me demandez quelque chose qui est marquant, pour moi, évidemment, c'est extrêmement marquant comme objectif. Ce n'était pas un objectif en soi au départ, mais on a voulu que cette campagne soit universelle et on a réussi à ce qu'elle le soit et qu'aujourd'hui, elle sauve énormément de vies dans le monde chaque année. Parlez-nous un petit peu d'un défi auquel vous êtes confronté actuellement, que ce soit en lien avec le Covid ou pas. À vous de nous éclairer. Bon, écoutez, il est bien clair que si je prends le défi au sens global, bien entendu que j'aimerais que cette stratégie qu'on a développée pour l'Organisation mondiale de la santé soit totalement universelle, c'est-à-dire couvre tous les hôpitaux du monde entier, y compris dans les hôpitaux en voie de développement. Et c'est pour ça qu'on a fait des développements spécifiques à ces pays, qu'on a donné la solution hydroalcoolique à l'Organisation mondiale de la santé, qu'on a fait en sorte qu'elle soit libre de brevets et que du coup, elle puisse être utilisée partout dans le monde. Et on l'a bien vu au moment du Covid, puisqu'au moment du Covid, tout le monde en a eu besoin, non seulement dans les hôpitaux, mais également dans le monde entier. Et à ce moment-là, eh bien, on le sait, les compagnies pharmaceutiques qui produisaient de la solution hydroalcoolique au jour le jour étaient totalement incapables d'en produire pour la demande qui tout d'un coup a été multipliée par 20, 50, voire 100 dans le monde. Et donc, le fait qu'on ait donné cette solution hydroalcoolique et qu'elle soit disponible, libre de brevets, les gens ont pu en fabriquer dans le monde entier. Maintenant, évidemment, que si vous me posez la question, à quoi passez-vous aujourd'hui le 80% de votre temps? Eh bien, c'est évidemment à la problématique de Covid. Et ceci maintenant depuis, 20 mois, pratiquement bientôt 2 ans. Donc oui, c'est un défi particulier. En plus, le président Emmanuel Macron m'a donné le mandat d'évaluer la façon avec laquelle la France avait géré
cette pandémie, mais en me demandant de le comparer avec des pays à l'étranger. Donc j'ai comparé avec les pays européens, avec d'autres pays dans le monde, et ça m'a donné un accès à ces informations. En plus, on m'a demandé de comparer non seulement les impacts sanitaires, mais aussi les impacts économiques, sociétaux et sociaux. Et donc, voilà, c'est un défi un peu particulier. Donc, en effet, en ce moment, le Covid prend beaucoup de place. Et fort heureusement, tout ce que nous avions développé comme connaissances et comme amélioration des pratiques dans le domaine des hôpitaux, on a pu non seulement l'utiliser pour parer au Covid, mais également l'exporter en dehors des hôpitaux. Voilà, donc c'est une raison pour laquelle on a été assez occupés. Souhaiteriez-vous, ou peut-être êtes-vous déjà associé à un projet de terrain qui vous passionne? Alors oui, je suis associé à des dizaines de projets de terrain, voire peut-être même davantage, à travers le monde entier. Donc il y a beaucoup de projets qui me passionnent. Celui peut-être qui pour moi est le plus passionnant et surtout dans lequel j'ai mis le plus d'énergie, c'est un projet qui consiste à fabriquer de la solution hydroalcoolique, en l'occurrence en Afrique, dans n'importe quel pays. Aujourd'hui, nous avons un modèle qui marche extrêmement bien, qu'on a développé en Ouganda, c'est-à-dire qu'en 2008, nous avons repéré une fabrique de sucre, c'est-à-dire un endroit où il y a beaucoup de canne à sucre sur des kilomètres et des kilomètres carrés, où l'usine fabriquait du sucre. Et pour fabriquer du sucre, vous prenez de la canne à sucre, vous squeezez ou vous compressez la canne à sucre. Le jus est extrait de la canne à sucre. Avec le jus qui est extrait, vous pouvez faire du sucre. Mais avec ce que vous n'utilisez pas, vous pouvez faire de la distillation. C'est-à-dire que vous pouvez distiller les restes que vous n'avez pas utilisés pour faire le sucre. Et avec ces restes distillés, vous pouvez les transformer en alcool. Et évidemment, vous pouvez les transformer en alcool purifié pour pouvoir le boire, mais vous pouvez aussi prendre cet alcool purifié, y ajouter un agent qui protège les mains à une certaine concentration et en utilisant une certaine recette, si vous voulez, et ça fait de la solution hydroalcoolique. Et aujourd'hui, en Ouganda, on a une usine qui produit et qui est capable de produire pour à peu près toute l'Afrique de l'Est, pour tous les hôpitaux, et qui a notamment produit énormément en période de Covid, et avant ça, pour tous les entraînements des Nations Unies dans les zones Ebola au centre de l'Afrique. Donc voilà, ça c'est probablement le projet qui me mobilise le plus. Et évidemment que c'est la seule façon de faire qu'on dispose de solutions hydroalcooliques dans les pays pauvres, parce que de transporter l'alcool, ça coûte trop cher par rapport à un produit qui ne coûte pas cher lui-même, mais parce qu'il y a des taxes sur l'alcool et parce que c'est lourd, et donc ça coûte beaucoup d'argent de transporter l'alcool par bateau ou par avion. Quelle est la valeur ajoutée ensuite pour vous et dans votre pratique d'être justement basé à Genève? Alors écoutez, évidemment que Genève est au fond la capitale de beaucoup de choses. Elle est la capitale des ONG, par exemple. Donc vous avez beaucoup d'ONG qui viennent, qui vous proposent des projets, qui vous demandent de l'aide dans certains projets. Ça, c'est quelque chose d'important. Genève est évidemment la capitale de la santé mondiale, avec l'Organisation mondiale de la santé, avec laquelle je travaille techniquement, puisque je dirige un programme au sein de l'Organisation mondiale de la santé depuis 2005, mais j'étais déjà engagé depuis le milieu des années 90 avec l'Organisation mondiale de la santé. Et donc, vous avez à Genève une capacité de mettre ensemble les décideurs dans le domaine de la santé en particulier, mais il y a d'autres domaines également que je connais beaucoup moins bien, qui est phénoménale. Et quand vous organisez des réunions au sein du quartier général de l'OMS, c'est juste de l'autre côté du lac, donc c'est facile. Donc les gens qui viennent en réunion
viennent au quartier général de l'OMS, ensuite passent un peu de temps ici aux hôpitaux universitaires à Genève, au sein de nos équipes. Et donc la qualité et la quantité des échanges avec les experts internationaux, elle est évidemment facilitée par cette situation, disons, unique dans laquelle nous nous trouvons. Dans quelle mesure, justement, pensez-vous que la gestion multilatérale des questions de santé qui se fait à Genève constitue un atout pour la gestion des maladies ou des épidémies ? Alors écoutez, oui, c'est un atout indéniable. C'est un atout indéniable pour autant que les gens se rencontrent et pour autant que les experts veuillent bien travailler ensemble. Parce que, n'est-ce pas, à Genève, nous avons la capacité de faire des travaux en collaboration, mais évidemment, nous ne disposons pas de tous les experts disponibles dans le monde. Nous ne sommes pas experts de tous les sujets de santé. Donc, il convient pour cela que les gens apprennent à finalement mobiliser les forces de manière à, idéalement, ce que les gens puissent se rencontrer à Genève. Alors, avec toute cette période Covid, on a fait beaucoup de réunions en virtuel. C'est intéressant, ça nous permet de travailler, mais ça n'a rien à voir avec les réunions physiques. Et donc, chaque 2 ans, nous organisons, mon bras droit, c'est-à-dire mon collaborateur principal, le professeur Stéphane Harbart et moi-même, un grand congrès mondial du domaine qui est sponsorisé, entre guillemets, par l'Organisation mondiale de la santé, par le Centre de contrôle des maladies d'Atlanta aux États-Unis, par le Centre européen de contrôle des maladies qui se trouve en Suède, par toute une série de groupes nationaux et internationaux dans le domaine. Et il est vrai que d'organiser tout ceci à Genève est toujours intéressant parce que les gens sont attirés à venir à Genève. Ils sont attirés parce que nous avons la chance d'être évidemment parmi les leaders mondiaux du domaine, mais aussi parce que Genève est le centre mondial de la santé de par les activités de l'Organisation mondiale de la santé. Donc oui, c'est un avantage indéniable de pouvoir vivre à Genève et pouvoir finalement avoir son nœud et son noyau de travail dans notre ville et dans notre canton. Un autre élément extrêmement important, c'est que la Suisse étant un État neutre, il est souvent extrêmement facile de réunir autour d'une table des gens de culture et de systèmes politiques totalement différents. En général, ça ne fait aucune difficulté. En 30 secondes, décrivez-nous pourquoi votre programme Clean Care is Safer est impératif pour améliorer la santé dans le monde. Écoutez, ce programme, il a démarré, comme je vous le disais, en 2005. Il continue, toujours actuellement. Il y a des dizaines de milliers d'hôpitaux engagés dans, en fait, 192 des 196 États membres des Nations Unies. Donc, ça veut dire qu'on est dans le monde entier. On couvre plus de 98% de la population mondiale avec cette campagne. Et aujourd'hui, on estime qu'on sauve entre 5 et 8 millions de vies par année. Donc c'est évidemment une campagne qui mérite qu'on continue à investir nos efforts, l'effort de nos équipes, à nous mobiliser pour trouver des fonds, parce qu'il faut toujours des fonds pour, au fond, promouvoir ce type de campagne. Et que c'est probablement une chance pour Genève, que Genève soit au centre de cette initiative depuis tellement d'années. Que voudriez-vous dire aux jeunes qui s'intéressent au thème de la santé ? Bon, alors écoutez, évidemment que pour moi, travailler dans le domaine de la santé, c'est probablement travailler dans le plus beau métier du monde. Donc, mais évidemment, je suis biaisé puisque c'est le mien. Donc, je dirais aux jeunes que ça vaut vraiment la peine de s'intéresser au domaine de la santé, que ce soit parce qu'on s'intéresse à la médecine, que ce soit parce qu'on s'intéresse à la santé globale par un autre aspect, ou bien parce qu'on s'intéresse directement aux soins aux malades, alors peut-être à une profession infirmière, para-infirmière. Là n'est pas la question parce que d'investir dans le domaine de la santé vous conduit dans toute une série d'expériences et dans toute une série de métiers différents. Personnellement, j'ai probablement fait
7 ou 8 métiers différents depuis ma formation, puisque j'ai fait une formation de médecine générale, ensuite de médecine infectieuse, ensuite d'épidémiologie, ensuite de santé publique. Et aujourd'hui, mon métier, c'est avant tout de la diplomatie de santé, alors que je n'ai aucune formation de diplomate. Donc je pense que c'est intéressant d'imaginer qu'au fil d'une carrière, on peut être amené à interagir avec toute une série de domaines. Et aujourd'hui, on parle de santé globale, on parle de One Health en mauvais français. Et donc, c'est sûr que le domaine de la santé est un domaine extrêmement intéressant, important, captivant. Et ça devient vite, évidemment, votre métier ne reste pas longtemps un métier. Ça devient vite une passion et puis une mission. Outre être un professionnel de santé, quel est selon vous le profil idéal pour travailler à l'OMS ou dans une organisation touchant à la santé? Vous en avez dit 2 mots, mais quels pourraient être les autres atouts ou qualités? Écoutez, pour travailler à l'Organisation mondiale de la santé, il faut avoir idéalement une formation dans le domaine évidemment de la santé, bien qu'il y a des personnes qui sont des économistes et qui travaillent à l'Organisation mondiale de la santé. Il y a des personnes qui travaillent dans le domaine du secrétariat et qui travaillent aussi. Mais disons que à la base, il vaut mieux avoir une formation dans le domaine de la santé. Ensuite, il faut apprendre à travailler avec d'autres parce que le risque de ces organisations, c'est le travail en silo. Et il est très important justement de rompre les silos et d'apprendre à travailler en équipe de manière à finalement faire profiter tout un chacun et profiter d'ailleurs nous-mêmes du plus beau cadeau qu'on puisse finalement utiliser quand on est capable de l'utiliser, c'est l'intelligence collective. Parce qu'on apprend beaucoup plus en étant diverses personnes sur un sujet venant de diverses origines et de diverses formations que lorsque finalement on ne se retrouve qu'entre nous dans le même silo de formation depuis des années. Donc cette capacité que l'intelligence collective a de vous émouvoir et de vous ouvrir des horizons que vous n'imaginiez même pas avant d'être entré dans ce type de réflexion est fondamentalement importante. Après, il faut évidemment aussi être patient, parce qu'en général, on veut souvent que les choses se mobilisent beaucoup plus rapidement que ça n'est le cas, mais ça, on l'apprend avec le temps. Et pour finir, une question d'élève qui aimerait savoir si les migrants ont la possibilité d'être pris en charge au sein des différents services de santé, comme par exemple les hôpitaux, et est-ce qu'ils ont le droit aux mêmes soins que les citoyens d'un pays d'accueil? Alors, bien entendu, tout à fait. À Genève, c'est évident, on a un service de médecine des migrations qui est là pour ça et qui fait un travail extraordinaire. Donc, il n'y a aucun souci par rapport à cet aspect-là. Migrants avec ou sans papier, enfants de migrants, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais évidemment, ça n'est pas forcément le cas, malheureusement, ni même dans tous les cantons suisses, bien que la Suisse est quand même un pays qui est un pays ouvert par rapport à cette question, même si on n'accueille pas beaucoup de migrants en nombre, on les accueille très souvent très bien. Il y a toujours des progrès à faire. Par contre, évidemment, il y a d'autres pays où ça se passe un tout petit peu moins bien. Et lorsqu'on pense santé des migrants et santé universelle, on ne peut pas s'empêcher de penser que les choses pourraient être mieux. On ne peut pas non plus s'empêcher de penser que probablement que le problème des migrants est malheureusement aujourd'hui un des problèmes de l'Europe, c'est-à-dire que ça reflète un certain degré d'échec de l'Europe vis-à-vis de ce problème des migrants dont on aimerait bien qu'il soit mieux résolu qu'il l'est aujourd'hui, bien entendu. Est-ce que vous pourriez dire quelques mots sur la valeur ajoutée d'une approche multinationale de la santé versus des politiques peut-être plus nationales ? Alors évidemment, c'est une excellente question avec ce qu'on vient de vivre avec le Covid. Puisque finalement, si on avait une véritable critique à faire de la gestion de cette pandémie, il y a eu plein de différents problèmes au sein de différents États et de différents pays à travers le monde. Mais malheureusement, la gestion de la crise Covid nous a ramenés à la souveraineté des États. Et c'est une des grandes critiques si
tant est que les pays fassent ces critiques et que l'Organisation mondiale de la santé et que les organisations européennes ou panaméricaines revoient finalement la façon dont ces crises ont été gérées, c'est cette absence, pratiquement au début, par exemple, d'Europe de la santé. L'Europe de la santé a été totalement absente de la gestion de la crise au départ. Ensuite, il y a eu un peu de rattrapage, il y a eu des bons éléments, notamment le fait d'investir financièrement au niveau de l'Europe sur des vaccins qui n'existaient pas encore, de manière à mettre de l'argent sur la table pour accélérer la production de ces vaccins. Mais cette initiative, ça n'est pas une initiative de l'Europe, c'est une initiative de certains chefs d'État qui ont décidé d'autres chefs d'État à le faire, malgré les réticences de certains, et c'est devenu une décision européenne. Tant mieux. Mais bien avant ce moment-là, qui était en juin 2020, il y a eu toute une série de mauvaises décisions qui ont bien montré que le multilatéralisme avait atteint ses limites. Et je pense qu'il faut beaucoup travailler pour qu'aujourd'hui, on ait une bien meilleure cohésion, notamment dans une situation de crise. Alors évidemment, les crises, c'est comme un projecteur. Hein. Momentanément, ça vous montre quels sont les problèmes. Et c'est ce qui s'est passé avec le Covid. Donc je pense que ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est tirer les leçons de la crise pour justement apprendre à travailler beaucoup mieux en multilatéraux et en multilatéralisme. Merci, professeur Pittet. Avec plaisir.